Très bonjour. Merci pour votre présence dans ces programmes de leçons publiques. Je m'appelle Persévérance Bouhorondegei. Au nom de la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila et de la Fondation Patrice Emery Lumumba, je prends la parole pour commencer cette activité. En collaboration, la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila, en collaboration avec la Fondation Patrice Emery Lumumba, vous invite dans ce cadre de la RTNC pour la tenue de la leçon publique organisée à marge des journées commémoratives de l'assassinat de nos héros nationaux, Mzee Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. Les députés et sénateurs, leurs éminences, chefs des confessions religieuses, distingués invités, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectives, chers étudiants. Nous sommes à la 5e édition de la leçon publique cette année, avec pour thème consacré la vision politique de Mzee Laurent Désiré Kabila, conscience et éveil patriotique. Intervenant va nous parler du contenu de notre hymne national. La raison pour laquelle je vous ai invité tout à l'heure à lire de temps en temps l'hymne national que la Fondation a voulu mettre à notre disposition. Et vous voyez que le deuxième intervenant n'a puisé son exposé que dans cet hymne national. Alors, le contenu de l'hymne national va nous être présenté par son Excellence, Monsieur le ministre d'État honoraire Guillaume Mandiolo, qui est avocat au barreau de Kananga depuis 2006. Ministre d'État, ministre en charge de la coopération internationale, de l'intégration régionale et de la francophonie, il est écrivain et il est professeur de philosophie politique à l'École nationale d'administration, l'ENA. Monsieur le ministre. Merci à tous d'être là à cette occasion particulière. Merci à tous de pouvoir vous concentrer ou consacrer une part de votre temps aujourd'hui pour la mémoire de ces héros, ces fils particuliers, singuliers de la République, qui ont fait que nous soyons. Ma présentation, c'est le bilan de l'héritage des héros nationaux Mzee Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. J'ai eu l'opportunité extraordinaire d'avoir eu un père qui a été en même temps que Patrice Emery Lumumba à la table ronde de l'indépendance. Et par conséquent, je retiens des choses extraordinaires aussi par rapport à ça. Un prophète. Je vais prendre mon allocution sur un point clé que je tire du philosophe Douala, qui parle de la xénologie. Il est temps que l'Afrique puisse chausser les lunettes africaines pour lire l'histoire africaine, et non les lunettes occidentales pour lire l'histoire africaine. On n'a pas la précision des choses lorsqu'on lit l'histoire africaine avec les lunettes étrangères. Dans un premier temps, je vais parler de la vision mission par les prismes de l'hymne national. Qu'est-ce donc l'hymne national? Si ce n'est l'âme et l'esprit d'un peuple qui précède l'État et construisent une nation avant que les fils éclairés de la dite nation produisent les outils de son effectivité et la promesse qu'elle s'est faite. Les Allemands appellent ça Volkswille, Volksgeist. L'Allemagne, vous pouvez la raser aujourd'hui, demain se mettra sur les pieds parce que elle a une âme et un esprit qui sont inébranlables. Toutes les révolutions ont eu pour racine les mots, la pensée et l'idéologie nécessaires à la formulation des modèles de société qui soient les reflets dans les miroirs de l'histoire d'un peuple vaillant et fier. Les conservateurs révolutionnaires allemands
dont nous rapporte Armin Moller dans sa thèse de doctorat, qui s'appelle encore la révolution conservatrice dans l'Allemagne de Weimar, avait compris l'impérieuse nécessité d'aller puiser dans les scories de l'histoire la substance vitale du peuple et à cette suite la création des mécanismes révolutionnaires pour régler la conduite des affaires publiques. Nous ne pouvons être aujourd'hui autre chose que Congolais. Au passage, j'ai dit à l'homme de Dieu, aux hommes de Dieu qui sont dans cette salle, il ne peut pas être autrement que Dieu ne soit pas Congolais. Dieu est Congolais. Il n'y a nul pays au monde qui recèle au-delà du tableau de Mendeleïev tout le nécessaire dont la planète a besoin. Nous sommes ces peuples. Debout congolais, contenu et perspective. La porte d'entrée dans ces champs patriotiques exige de définir les bénéficiaires à qui ils s'adressent. Comme l'exige Modimbe dans l'invention de l'Afrique, lorsqu'il nous invite à avoir un regard glorieux sur notre passé, réel et même mythique. Qu'est-ce donc un Congolais? C'est bien cet homme de la cuvette centrale africaine qui a posé les bases mathématiques de la civilisation humaine avec ses osselets du Shango il y a 20 000 ans, dont l'évolution naturelle racontée par Cheikh Anta Diop démontre que ces découvertes novatrices ont été charriées sur les Nils pour former des grandes civilisations 15 000 ans plus tard. 20 000 ans avant, c'était nous. 15 000 ans plus tard, c'était l'Égypte. À ce titre, il est bel et bien ces peuples de feu, ces peuples ardents. Est-ce que nous le savons? Ardent comme le nomme Kamanaki et réimagine l'éducation de la jeunesse. Cette jeunesse africaine embarquant son phare sur ces Congos des commencements. Kamana insiste là-dessus, nous sommes ces pays des commencements, tout commence ici. Ces Congos de l'imaginaire, ces Congos de la spiritualité positive, ces Congos d'Ishango. Les Congolais, c'est aussi et surtout cet homme de dessous des tropiques qui, pendant la période précoloniale, a confectionné une cosmogonie et donné le sens à son existence par une verticalité liée à un Dieu unique. C'est ce peuple qui n'a jamais été polythéiste. Depuis la nuit des temps, les Congolais croient en un seul Dieu. Ça a été donc très facile lorsque le christianisme est arrivé pour pouvoir nous emballer dans le système parce que nous ne croyons qu'en un seul Dieu. Les Belges qui nous ont colonisés l'ont trouvé, ont exigé, l'ont dit. On peut lire Soyer à ce sujet, qui a parlé du droit, et aussi Léo Victor Frobenius, l'allemand. En cette sorte, ne reconnaissant qu'un seul Dieu, il a conquis sa souveraineté humaine, lui permettant d'établir des entités politiques telles les empires et les royaumes, comme le raconte si bien celui dont j'ai cité tout à l'heure, Léo Victor Frobenius dans La civilisation africaine. C'est un Allemand. Ce que nous rappelle le père Oscar Biamoni Kweshi dans le discours théologique négro-africain, en martelant tout comme Aimé Césaire sur l'équivalence des valeurs entre civilisation africaine et civilisation européenne, que notre hymne national incarne dans la nécessité de se tenir debout et d'afficher notre magnificence et notre fierté. C'est ce peuple-là. Les Congolais, c'est aussi ces sorts macabres de déshumanisation, d'humiliation, de soumission dont il a été l'objet, qui a permis de décimer la moitié d'un peuple entre 1887 et 1906. Nous étions en 1885 plus ou moins 25 millions d'habitants et nous nous sommes retrouvés en 1906 plus ou moins 12 millions et demi. Ce qui est connu communément sous le label de main coupée de Léopold II. Le Congo fut dès lors le centre du monde avec son caoutchouc, socle de l'industrialisation automobile planétaire, comme nous le rappelle Conan Doyle, l'anglais, et de même que Mark Twain, l'américain.
Les Congos, c'est aussi cette centralité qui mit fin au tumulte 39-45, avec son uranium qui servit à la fabrication des bombes américaines qui frappèrent Hiroshima et Nagasaki, et mirent fin à la Deuxième Guerre mondiale. Il nous souvient que les Congos ne bénéficia point des revenus de la vente de ces minerais stratégiques. Centralité actuelle qui offre au monde la résolution de l'équation transition énergétique avec son cobalt pour transmettre aux générations futures un monde décarboné. Les Congos, ce sont les millions de morts et d'exactions dans la partie est de son territoire qui requièrent une prise en charge solidaire et une conscience partagée. C'est cette identité nationale qui fut portée, chevillée au corps par Patrice Emery Lumumba à la quête de l'indépendance, de la souveraineté et de la dignité, et mise en œuvre fidèlement, quelques décennies plus tard, par l'apôtre du patriotisme viscéral, Mzee Laurent Désiré Kabila. La sacralité de cette identité doit être enseignée à chaque enfant congolais pour qu'il la porte comme dignité, comme souvenir, comme perspective, comme solidarité et comme raison de vie. Nos héros nationaux considèrent que nul confort, nul avantage ici-bas n'était supérieur à l'âme congolaise, à sa souveraineté, à sa dignité et à sa liberté. S'offrir un holocauste pour cette cause a été le choix de leur vie, pour ne jamais trahir leur serment de servir loyalement et fidèlement le Congo. La tâche d'instruire nos enfants dès lors, dès leur bas âge, en famille, à l'école, d'intérioriser des bouts congolais, non pas comme une incantation ou une récitation, mais comme un sacerdoce pour maintenir le feu sacré de ce que nous sommes. Des nommés coupés par millions, des morts de l'Est par millions, du nouveau sacrement qui serait l'unité nationale, la mémoire nationale et la souveraineté seraient les devoirs de tous. Aimé Césaire n'a-t-il pas dit qu'une civilisation qui s'avère incapable de résoudre le problème que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente? Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Il l'a dit dans son discours sur le colonialisme. Peuple élu, nous le sommes. Peuple de la centralité, nous le sommes. Et le seul peuple au monde qui permet à la fois de gérer les affaires du monde depuis 20 000 ans, ce n'est pas enseigné à l'école. Il y a 20 000 ans, nous mettions sur papier, sur les osselets, pas sur papier, sur les osselets, sur du bois, les premiers signes mathématiques. Aucun peuple à ce jour n'a été découvert et en fait mieux que nous par rapport à ça. Peuple de la centralité, nous le sommes avec ce que nous avons offert au monde. Dès lors que les ingénieurs Dunlop découvrent la possibilité de pouvoir utiliser les caoutchoucs pour ne plus faire rouler les véhicules sur du métal, mais plutôt sur du caoutchouc. Il y a l'Indonésie, mais qui n'offre pas la bonne qualité. Et finalement, on découvre que la forêt équatoriale congolaise avait la meilleure qualité. Et ça a été les débuts de nos souffrances. Une nation, ce sont les souffrances communes. Les projets communs, l'étendue, la spiritualité, autrement dit la cosmogonie. J'ai défini tous ces éléments qui se trouvent dans notre hymne national. Un enfant qui apprend dès le bas âge, qui ne pourra pas trahir les Congos parce que ces Congos a été construit sur les fondements des mains coupées de ses ancêtres. Ils sont venus de partout, ces ancêtres-là. Ce n'était pas seulement à l'Équateur, on les a charriés de toutes les provinces pour les amener vers l'Équateur. Parce que ceux qui étaient là pouvaient partir, pouvaient fuir, et on attrapait d'autres, on les ramenait. Quand vous lisez Conan Doyle,
Il y a une lettre extraordinaire dans ce texte de Conan Doyle, Les crimes du Congo, que Stanley adresse à un de ses amis à Londres. Il dit ceci: je suis arrivé à Irebu, c'est à l'Équateur, la populeuse Venise du Congo. J'y ai trouvé un commerce organisé. J'y ai trouvé un début d'industrie. Ce peuple peut aller très très loin à son rythme si on le laisse faire, mais nous avons besoin de ces matières premières. Ils disent ça, nous sommes aux alentours de 1889. On évaluait à Irebu plus ou moins 50 000 personnes qui habitaient au bord du fleuve. En 1906, il n'y avait plus que 50 personnes. Donc de 50 000 à 50 personnes. C'est dans les textes, c'est eux-mêmes qui ont écrit ça, ça ne vient pas de nous. Qu'avons-nous fait de ce type d'informations? Rien. Malheureusement, rien. Nous portons la responsabilité de ce que nos ancêtres ont souffert pour nous léguer ces pays. Il y a eu des personnes qui ont eu cette conscience, Kimbangu, et politiquement, des jeunes ont eu conscience, des très jeunes. On ne parle pas des gens de mon âge aujourd'hui. Lorsque les jeunes gens décident de contester l'occupation, ils ne sont pas armés, ils ont la volonté. La volonté de puissance pour pouvoir vivre, ce que Nietzsche appelle la volonté de vie. Mais de vie par rapport à ce qui nous appartient, pas par rapport à ce qui appartient aux autres, ce qui nous a été légué par les faits de la providence. Parce que, comme Dieu est congolais, dit, je vous donne ça, mais défendez-le. Et puis est venu des jeunes gens qui avaient eu la chance quand même de s'instruire, pas dans les circuits universitaires ou scolaires, mais cette conscience d'aller chercher l'information nécessaire pour lire et comprendre. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu un discours qui soit aussi proche, aussi semblable du discours de Lumumba. Pourtant, on a des paquets d'universitaires, des diplômes en voici en voilà, des vrais, des faux, tout ce que vous voulez. Bon, bref, je n'ai pas encore vu ça. Et l'occupant avait prévu de nous maintenir en esclavage et en colonisation jusqu'en 1980. Comment ça se fait que ça s'est arrêté avant? Alors qu'on n'avait pas monté une armée pour les combattre. On l'a combattu par l'esprit, l'âme et l'esprit d'un peuple qui crée une nation qui forme l'État. Je pense que si on enseigne à nos enfants que ne touchez pas à la marmite nationale qui s'appelle les trésors publics, parce que c'est les résultats des souffrances des mains coupées, ce sont les morts de l'Est par rapport à nos minerais, cet enfant qui chaque matin devra réciter les mains coupées, les morts de l'Est, saura que ça, c'est sacré, on n'y touche pas. En grandissant, il se battra pour que personne n'y touche. Nous sommes l'esprit, nous sommes l'âme, nous sommes l'héritage des mains coupées et nous avons l'obligation, comme nos deux héros, qui ont estimé que leur vie ne valait rien du tout si les Congos devaient être soumis. Et par conséquent, ils se sont offerts un holocauste. J'ai dit et je vous remercie. Commençons à la première question. Vous voulez vous présenter, posez directement la question. Non, c'est là-bas, le tout dernier. Posez directement la question. Je demande aussi à nos mamans et nos filles de participer. Hein? Il ne faut pas que ce soit seulement les hommes et les garçons. Allô, bonjour. Bonjour, allez-y, posez votre question. À qui vous la posez? Qui êtes-vous d'abord et à qui vous posez la question? Je m'appelle Mambo Makengele Victor, je suis un entrepreneur à Paris et je m'adresse à professeur Guillaume. Merci. Professeur, je voulais savoir, comme vous venez de dire, qu'il faut qu'on mette des lunettes africaines plutôt qu'européennes pour voir ce que la philosophie européenne nous a amené par l'ère Bible, en biais de l'ère Bible, disons. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout le monde comprenne qu'il nous faut des lunettes africaines plutôt que lunettes européennes, en sachant que nous, on a connu Dieu avant eux? Merci beaucoup, surtout que nous chaussons des lunettes qui sont fabriquées par les Occidentaux en plus.
deuxième panel, c'est Madame Régine Ayowa, je reconnais qui c'est. Merci, merci professeur. C'est Madame Régine Ayowa. Je m'adresse au professeur Michel, ainsi que à son Excellence. Je voudrais comprendre, si je ne m'indigne pas, de constater que le programme d'éducation que nous avions bénéficié en son temps n'a pas permis que nous puissions nous approprier l'hymne national. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour que la jeunesse montante puisse faire, comme Lumumba l'avait prédit, puisse réécrire l'histoire du Congo? Parce qu'avec le programme, s'il n'est pas changé, ça ne permet pas aux Congolais de s'approprier son avenir. Oui, merci pour vos questions, aussi bien pour ce côté droit qui est au milieu avec madame. Il y a deux choses qu'il faut devoir évaluer. J'ai tenté de pouvoir les déterminer dans les textes. Je pense que, comme disait le professeur Toussaint, Dada Jeannette a l'obligation maintenant de pouvoir nous appeler de nouveau pour qu'on travaille un peu plus en profondeur. Parce que savoir c'est quoi être congolais, ça règle le problème. Mais ne pas avoir défini l'identité nationale, pas l'histoire fantaisiste qu'on entend ici et là, c'est pas ça. Il faut définir l'identité nationale. Il n'y a nul peuple au monde qui construit, il n'y a nul animal qui construit son espace en regardant l'autre, en copiant l'autre par mimétisme. Ça n'existait pas. Vous ne pouvez pas avoir une éducation où l'identité nationale n'est pas expliquée dès bas âge. Donc nous n'existons que par la volonté d'autrui. Qu'en est-il de notre propre volonté pour pouvoir exister? Quand les Belges vous disent, nous avons trouvé que ces gens connaissaient Dieu, ben, ce n'est pas nous qui le disons, c'est eux qui disent, ils connaissaient déjà Dieu, ils avaient un Dieu unique, ils l'appelaient comme ça, comme ça, comme ça. Très bien. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'on ait adopté une culture étrangère qui soit d'une certaine manière un peu conforme à la nôtre, très bien. Mais on aura privilégié ce que nous sommes. Donc la définition du Congolais n'est pas encore intégrée dans notre mode de fonctionnement. Le plus grand ministère d'un pays, c'est le ministère de l'Éducation. Mais le nôtre, est-ce qu'il est grand? C'est ce qui forme l'essentiel de ce qui fait la société, l'éducation. Le deuxième grand ministère d'un pays, c'est la famille. C'est ce qui forme une société. La famille et l'éducation des bases. Socrate nous dit que pour gérer une cité, faire son bonheur, il faut la raison, il faut la vertu, ainsi on atteint le bonheur. C'est les triptyques incontournables. Il faut absolument des règles raisonnables, mais ces règles doivent se conformer à l'identité du peuple qu'ils utilisent. Et ces règles doivent être portées par les gens vertueux. Si on a réglé ces deux problèmes, les règles raisonnables qui reflètent l'identité nationale portée par les gens vertueux, alors on a le bonheur de la cité. Tant qu'on n'a pas réglé ces deux problèmes, vous pouvez faire 1000 ans d'élections, 100 000 ans de tripatouillage, 100 000 ans de quoi que ce soit et tout ça, on ne sera jamais heureux, on n'aura pas le bonheur. Jamais. Jamais. Notre société a fixé une conception de gérer la cité avec un groupe majoritaire habituellement et des petites dissidences. Dans tous les royaumes, dans tous les empires de l'espace de la cuvette centrale Congo, on a toujours eu un roi, un empereur, et puis il y a toujours une petite dissidence qui, au fil du temps, peut devenir cette majorité-là. Mais on n'a pas 1200 partis politiques. Ça veut dire quoi exactement? Ça ne veut rien dire du tout. Donc ce sont des petites boutiques des uns et des autres pour des intérêts personnels parce qu'il n'y a pas de travail, on ne crée pas le travail, donc le travail devient cet outil-là.
qu'est-ce que les gens qu'on copie ont compris pour nous empêcher de réfléchir par rapport à nous-mêmes? Lorsqu'ils s'installent en RDC, comme dans la plupart des pays, quand ils commencent à créer les écoles, ils évitent absolument de créer la faculté de lettres et de philosophie. Donner aux gens l'apprentissage de faire la mécanique, de faire d'autres choses, mais il ne faut pas leur donner la capacité de réfléchir. Sciences et lettres, plutôt philosophie. Il nous reste 6 minutes pour nous tous. D'accord. La philosophie, les lettres permettent à une population de réfléchir sur soi. On a eu une chance extraordinaire d'avoir Lumumba qui avait lu, qui n'avait pas été à l'université, mais il avait lu. Laurent Désiré Kabila avait lu. Il fallait juste entendre sa diction. Ce n'était pas de l'école personnelle. Et quand ils ont lu, ils sont sortis de la caverne. Ah, c'est ça la vérité. On ne pouvait pas leur arracher cette vérité-là. Voilà ce qu'il nous faut, c'est ça.